Informer, c'est notre devoir, dames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur la RTV. Et débutons-les à la politique. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a instruit le gouvernement à revoir les cadres de travail des agences et fonctionnaires de l'État afin de promouvoir l'intérêt supérieur de la nation. Suivez Alexis Tchombela. Lors de la 20e réunion ordinaire du Conseil des ministres le vendredi 1er novembre 2024 dernier, le président Félix Tshisekedi a instruit les gouvernements congolais à moderniser les cadres et de l'environnement de travail des agents et fonctionnaires de l'État. C'est notamment par la construction et la réhabilitation des bâtiments administratifs. Il a donc invité les gouvernements à redoubler d'efforts pour imaginer des mécanismes innovants pouvant progressivement répondre à cette problématique et améliorer ainsi l'image de l'État en tant qu'employeur responsable. Il s'agit d'envisager une réflexion ou encore de manière structurelle, une stratégie de modernisation du cadre de travail des fonctionnaires. Peut-on lire dans les comptes rendus de la réunion du Conseil des ministres? Dans cette perspective, conscient des contraintes financières que peut rencontrer une telle volonté et considérant qu'aucune transformation ambitieuse ne peut réussir sans mécanisme efficace et réaliste des financements pouvant permettre d'accompagner durablement les processus de changement. Félix Tshisekedi a appelé le gouvernement, au regard du plan d'action, à réfléchir sur la mise en place d'un fonds de modernisation de l'administration publique. Ainsi, sous la coordination de la première ministre, Félix Tshisekedi a instruit le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public avec le concours de ses collègues, les vice-premiers ministres, ministre du plan et de la coordination de l'aide au développement, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, le ministre d'État, ministre des Budgets, le ministre d'État, ministre des Affaires foncières, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, le ministre des Finances, ainsi que celui de l'Urbanisme et Habitat, avec la collaboration de son cabinet, à produire une première esquisse de la réflexion sur la mise en place du fonds préconisé. Notons par ailleurs qu'un rapport conjoint est attendu à ce sujet dans 60 jours. Favorable à la révision ou changement de la Constitution, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, estime qu'il est plutôt question d'adaptation des lois au contexte du pays, une thèse également évoquée par le président Félix Tshisekedi. Suivez. Le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, s'est prononcé lundi au sujet de la révision ou du changement de la Constitution. Cette question est à la base du clivage entre le pouvoir, l'opposition politique et les organisations de la société civile en RDC. Constant Moutamba évoque, quant à lui, l'aspect des réformes qui constituent la base de la gestion d'un pays. Il estime qu'il est plutôt question d'adaptation des lois au contexte du pays. Une thèse également évoquée par Félix Tshisekedi. Pour étayer sa thèse, cet ancien opposant a cité Jacques-Louis Derouvillon, qui disait que les institutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil. Elles sont appelées à s'adapter aux réalités sociétales. Et face à la volonté ouvertement exprimée du régime en place de réviser ou de changer de la Constitution, l'opposition, elle promet de faire barrage à cette initiative qu'elle soupçonne de vouloir permettre à Tshisekedi de régner sans limite du nombre de mandats. La MOUCA, plateforme politique à laquelle appartient Martin Fayoulou, a entamé une contre-campagne de cette initiative dénommée « Changeons ». Félix Tshisekedi et pas la Constitution. Mais pendant ce temps, l'IDPS, parti présidentiel, mène déjà dans certains coins du pays la campagne pour le changement de la Constitution. D'après Augustin Kabouya, son secrétaire général, ce texte bloque le chef de l'État à bien exercer son pouvoir. Considérons le temps que prennent la mission de l'informateur, la formation du gouvernement et son investiture. La première ministre Judith Suminwa a dirigé une importante séance de travail avec la délégation de l'inspection générale de finances UGF conduite par l'inspecteur général chef de service Gilles Alinguete lundi 4 novembre 2024. Cet échange a permis de poser les orientations clés pour l'implication de l'IGF dans la gestion des finances publiques, la collecte de recettes prévues dans le budget 2025 et la gouvernance des entreprises publiques. De Kissempoto nous fait les commentaires.
La chef du gouvernement a exprimé sa volonté de voir l'UGF jouer un rôle central dans la rationalisation de dépenses et l'augmentation de recettes. Il est essentiel de travailler main dans la main avec l'UGF pour garantir une gestion rigoureuse des ressources de l'État et réaliser les objectifs ambitieux du budget 2025, a-t-elle affirmé et soulignant l'importance de transparence et d'efficacité dans les finances publiques. De son côté, Jules Alinguete a salué cet engagement de la première ministre, affirmant que l'UGF est prête à contribuer pleinement à la mise en œuvre des priorités gouvernementales. Bon, nous sommes venus voir son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour apporter la contribution de l'Inspection générale des finances à l'action gouvernementale dans les volets finances publiques, gestion des établissements et entreprises publiques ainsi que l'économie nationale en général. Donc nous avions abordé des questions en rapport avec la mobilisation des recettes, la gestion des établissements et entreprises publiques ainsi que certains problèmes économiques. Bon, nous avions suivi les débats. Nous, en tant qu'Inspection générale des finances, service d'audit placé auprès de l'exécutif, nous avions vu ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons mener comme action pour que le budget 2025 puisse être une réussite. Et c'est aussi parmi les préoccupations que nous avions partagées avec l'autorité, quelle peut être notre contribution à la bonne exécution du budget de l'exercice 2025, aussi bien du volet rationalisation de la dépense publique que mobilisation des recettes. Les discussions ont également permis d'aborder des mesures concrètes pour renforcer la gouvernance des établissements publics, un levier clé pour la relance économique et stabilité financière du pays. Cette séance a marqué la volonté commune de renforcer l'action gouvernementale et garantir une gestion de ressources au service de la population congolaise. Toujours en politique, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a ouvert lundi 4 novembre 2024 l'atelier sur l'identification et priorisation plutôt des investissements en faveur des villes affectées par les inondations. Au cours de cet atelier, les experts multisectoriels vont élaborer une stratégie de réduction du risque des catastrophes qui va mettre en place des mécanismes nationaux et locaux pour la matérialisation de la gestion de risques de catastrophes qui, du reste, bénéficient du financement de la Banque mondiale à hauteur de 200 millions de dollars américains sous la coordination du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. C'est un atelier de préparation qui va nous permettre de définir les activités principales à maintenir dans le projet pour répondre effectivement aux crises auxquelles certaines de nos villes font face. Ce cadre permet de réduire le choc socio-économique lié au changement climatique en sélectionnant les villes d'intervention touchées par l'inondation, à savoir la ville de Kinshasa, Kalemi et Uvira, en vue de renforcer la préparation aux situations d'urgence et capacité de réponse pour améliorer le système d'alerte précoce pour enfin renforcer la résilience des infrastructures essentielles. Le patron national de la sécurité, Chabani Louko, qui tient au bien-être des communautés congolaises, a exprimé davantage sa détermination à expliquer cette stratégie nationale qui s'étend vers les 6 prochaines années, enfin, de réduire sensiblement le dégât tant matériel que de pertes en vies humaines occasionnées par des catastrophes d'une manière récurrente dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo. De manière spécifique, les opérations liées à ce projet renforceront les institutions pour une meilleure gestion des risques de catastrophes par l'amélioration du système de gestion de ces risques, des systèmes d'alerte précoce, de la connaissance du risque et d'une protection sociale adaptée.
Les États-Unis, les élections présidentielles aux États-Unis d'Amérique, une fois de plus, le républicain Donald Trump a réussi à maintenir son avance jusqu'au décompte final avec une majorité de grands électeurs contre la démocrate Kamala Harris. Suivez. Depuis le début du dépouillement, Donald Trump a conservé une avance stable, dominée par un soutien important dans plusieurs États pivots. Si Kamala Harris a réduit l'écart à un moment décisif du comptage, cela n'aura pas suffi pour inverser la tendance. Trump a réussi à maintenir son avance jusqu'au décompte final, avec une majorité des grands électeurs. Cette victoire confère à Donald Trump un second mandat, une rareté dans l'histoire récente pour un président qui n'a pas été réélu directement après son premier mandat. Trump, qui avait quitté la Maison-Blanche en 2021, retrouve donc la plus haute fonction de l'État avec un discours qui, une fois de plus, a si captivé son électorat. Cette élection souligne le clivage toujours aussi prononcé au sein de la société américaine, avec un électorat popularisé sur des questions majeures comme l'économie, la sécurité et la politique internationale. Le retour de Trump à la Maison-Blanche ouvre la voie à de nouvelles politiques marquées par sa volonté de renforcer les mesures de sécurité intérieure, de limiter l'immigration et de réorienter les relations internationales des États-Unis. Dans les semaines à venir, tous les regards seront tournés vers ses premières décisions en tant que président, alors qu'il s'apprête à former son nouveau cabinet et à mettre en œuvre son programme de campagne. Parlons à présent de la justice. Les assises des États généraux de la justice initiées par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, allant du 6 au 13 de ce mois, vient de débuter ce mercredi à Kinshasa avec la présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Ce mercredi 6 novembre 2024 débutent les États généraux de la justice à Kinshasa. Ces travaux qui visent, entre autres, d'après le ministre de la Justice, à apaiser les tensions de la société auront comme thème pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée de malade? Quelle thérapie face à cette maladie? Ces assises, prévues du 6 au 13 novembre, connaîtront la participation de plus de 3500 acteurs venus de toutes les provinces et de toutes les composantes de la justice, disait le ministre Constant Moutamba lors d'un point de presse ce lundi. Le ministre rappelle le multiple plaintes du chef de l'État sur l'état de la justice congolaise, qu'il a qualifié de malade. Ainsi, ces états généraux sont censés analyser tous les maux qui rongent ce secteur afin de proposer des réformes et des solutions audacieuses et courageuses. Il nous est paru essentiel, urgent d'organiser un cadre d'échange pour faire les diagnostics sérieux, une autopsie réelle de l'état de santé de notre justice, a indiqué Tamutamba. En effet, ces états généraux de la justice qui seront ouverts et clôturés par le chef de l'État connaîtront la participation de la magistrature, les commissariats, le greffier, la police judiciaire de parquet, le pénitentiaire, les parlements, l'exécutif, les provinces, les entités décentralisées et les entités déconcentrées, les entités décentralisées et les entités déconcentrées, la société civile et autres. Les derniers états généraux de la justice en RDC organisés en 2015 par le ministre de la Justice et les droits humains Alexis Tambwe Mwamba avaient pour objectif d'établir un diagnostic complet et sans complaisance de la justice congolaise et de trouver des solutions à ces maux, notamment l'incurie, le clientélisme, le trafic d'influence, la corruption, l'impunité et l'iniquité. Un accent particulier avait été mis sur la lutte contre l'impunité sous toutes ses formes. Ils avaient abouti à plus de 3500 recommandations, révèle Constant Moutamba. Accusé pour propagation de faux bruits, l'opposant politique Jacques Ndala a comparé ce mardi 5 novembre 2024 devant le tribunal de paix de Kinshasa-Kinkole. Suivez. L'opposant politique Jacques Ndala a comparé ce mardi 5 novembre devant le tribunal pour propagation de faux bruits. Son avocat Éric Bisselo estime pour sa part que son client est poursuivi pour le même fait que Denise Dussochoa au tribunal de paix d'Ingaliema. Selon lui, il est pertinent d'attendre la décision de ce tribunal. Nous constatons tout simplement que les politiques s'est immiscé dans cette affaire et veut salir l'image et l'honorabilité de la victime, a fait remarquer Maître Bisselo. Jacques Ndala est accusé de propagation de faux bruits dans l'affaire de sodomie qui l'oppose à l'influenceuse Denise Dussochoa Mukendi. Je pense qu'il s'agit d'une procédure biaisée
qui viole les droits de son client de dénoncer sur la place publique les sévices corporels qu'il aurait subis de la part des services de renseignement de la République lors de sa détention. Les procès du détournement présumé des fonds alloués à la construction des forages d'eau et des lampadaires en RDC est renvoyé au 18 du mois en cours par la Cour de cassation pour permettre aux prévenus de s'imprégner du dossier. Suivez. La Cour de cassation a renvoyé au 18 novembre prochain les procès du détournement présumé de fonds alloués à la construction des forages d'eau et des lampadaires en RDC. François Roubota, ancien ministre du Développement rural qui comparait un homme libre et Mike Kassenga, détention à la prison centrale de Mali, s'était déplacé à la Cour pour cette première audience, lorsque la nouvelle du report est tombée. La Cour a reporté cette affaire puisque ses membres sont très pris par la préparation des états généraux de la justice, renseignent des sources judiciaires. En plus, le procès a aussi été renvoyé pour permettre aux prévenus de s'imprégner du dossier. Vous avez 2 semaines pour vous préparer. Au délai suffisant, comme vous avez dit que vous n'avez pas été régulièrement saisi. Nous signalons aussi qu'il s'agit d'un dossier de 195 pièces, non 1883 pièces, comme l'a relevé un des conseils, a déclaré le président de la Chambre, le magistrat Augustin Kombe Kalala, dans les propos repris par l'ACP. Pendant ce temps, une lettre du procureur général près la Cour de cassation adressée à l'avocat de Nicolas national et ancien ministre des Finances auparavant poursuivi avec les 2 autres pour le même fait, annonce que ce dernier a été disculpé de l'affaire. J'acquise réception de votre lettre numéro 166-D-BWD-2024 du 8 octobre 2024 m'adresser au sujet de l'objet repris sous rubrique et vous informe que votre client, Sierre Nicolas Kazadi Kadimanzouji, a été disculpé des faits infractionnels mis à sa charge. A écrit le procureur général près la Cour de cassation à Maître Delphin Boulambo Wilonja, l'avocat conseil de l'ex-ministre Nicolas Kazadi. Quelques mois plus tôt, le chef de l'État, lors d'une interview en Belgique, avait déclaré croire en l'innocence de Nicolas Kazadi. Cette affaire concerne l'accord signé entre le gouvernement et le consortium Stever Construct Cameron Sarl de Mike Kassenga et Sotra de Water. Cet accord prévoyait l'installation de 1000 unités solaires, des pompages et des traitements d'eau dans 1000 localités pour près de 400 millions de dollars américains sur 5 ans. Plus de 70 millions de dollars américains de ces financements seraient détournés. La RDC s'explique au Conseil des droits de l'homme sur la levée du moratoire sur la peine de mort. Lors du Conseil des droits de l'homme, ce mardi 5 novembre 2024 à Genève, en Suisse, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Jean-Claude Tshilombayi, a mis les points sur les i. Suivez. Jean-Claude Tshilombayi, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a pris part ce mardi 5 novembre à l'examen périodique universel EPU de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo par les États membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, en Suisse. Réagissant aux recommandations de certains États membres sur la levée du moratoire sur la peine de mort, le numéro 2 de la Chambre basse du Parlement a rassuré que la RDC est un État abolitionniste. La levée du moratoire est une mesure administrative et que l'Assemblée nationale y travaille pour éviter des abus. Pour l'élu de Luisa, Kasaï Central, le prétexte du discours de haine est une surenchère publicitaire des prédateurs de richesse de la RDC en vue de saturer la sympathie internationale. Jean-Claude Tshilombayi, premier vice-président de l'Assemblée nationale, est revenu sur les différentes mesures adoptées par la République démocratique du Congo dans l'amélioration des droits de l'homme. À lui d'énumérer certaines initiatives concrètes, on peut de manière non exhaustive citer la loi portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, la ratification de la Convention nationale des droits de l'homme, la ratification de la Convention nationale sur les droits des enfants, la réforme du code pénal qui redéfinit la notion de viol afin de protéger les filles des mariages précoces et non consentis, l'adoption de la loi sur le peuple autochtone, la loi relative à la protection et la responsabilité des défenseurs des droits humains, la loi sur la protection des personnes vivant avec handicap, la loi sur la protection des personnes vivant avec le VIH-Sida et la loi sur les modalités de l'exercice de la liberté de presse qui constitue un socle important de la volonté du pays à faire triompher les droits de l'homme.
Cette session intervient quelques semaines après l'élection de la République démocratique du Congo comme membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2025-2027. Aux côtés de la RDC, plusieurs autres pays ont été élus pour le même mandat. Le Bénin, la Bolivie, la Colombe, Chypre, la République tchèque, l'Éthiopie, la Gambie, l'Islande, le Kenya, l'île Marshall, le Mexique, la Macédoine du Nord, le Qatar, la République de Corée, l'Espagne, la Suisse et la Thaïlande. Cette élection permet à ces pays de participer activement aux travaux du Conseil pour la promotion et la protection des droits de l'homme à l'échelle mondiale. Le Conseil des droits de l'homme, basé à Genève, est composé de 47 États membres élus pour un mandat de 3 ans. Sa mission est de renforcer la promotion et la protection des droits humains dans le monde entier, d'examiner les violations présumées des droits de l'homme et de formuler des recommandations pour y remédier. Voilà, bouclons ce journal avec les carnets santé. L'automédication est une acte très dangereuse. Ça peut causer des conséquences graves à la santé. Quelques commentaires avec Priscilla Ntombo. L'automédication est définie comme la prise de médicaments sans avis médical. Favorisée par l'accès facile à l'information via le média presse, Internet et la publicité, cette pratique tend à se généraliser sans que les concernés ne se doutent de méfaits, voire de risques qu'entraîne l'acte de se soigner seul. 80% des Français avouent avoir recours à l'automédication plus ou moins fréquemment. Ils disent se soigner seul dans le cas le plus bénin, rhinite, mal de dos, migraine, maux d'estomac. Même si certaines personnes du milieu médical estiment que l'automédication comporte de bienfaits comme responsabiliser les personnes sur le médicament et le soin, désengorger notre système de santé. Se soigner seul demeure une pratique dangereuse ayant ses limites. Les dangers de l'automédication sont multiples, surtout lorsque celle-ci n'est pas maîtrisée. Dans certains cas, l'automédication peut entraîner de complications sévères, risques dus au médicament lui-même, méconnaissance des composants du médicament, toxicité méconnue, date de péremption du médicament, risques liés à la prise, interaction médicamenteuse, erreur de posologie, méconnaissance des effets secondaires, non prise en compte des éventuelles allergies. Soigner seul n'est en aucun cas conseillé sur une longue durée. Il convient de l'utiliser à bon escient, sans excès et en respectant les règles primordiales comme bien lire le notice pour connaître la posologie, les effets secondaires et les contre-indications. Votre pharmacien demeure, dans un premier temps, un conseiller à ne pas négliger en cas d'automédication. La paresse peut sembler attrayante, mais le travail donne de la satisfaction. Merci de nous avoir suivis, dames et messieurs, et bonne suite du programme sur la RTVE. Au revoir.